l'industrie du luxe par ceux qui la façonnent. Je m'appelle Lou Dana et bienvenue dans la saison 2 du podcast du luxe. Je suis la cofondatrice de la startup Grace qui permet aux marques de luxe de protéger les biens exceptionnels de leurs clients de manière automatique et gratuite afin qu'ils les portent en toute sérénité partout dans le monde. Une nouvelle norme qui tend à se généraliser pour toute l'industrie du luxe de par les bénéfices importants que cela génère autant pour les marques que pour les clients. Pour en savoir plus, cliquez sur grace.io ou les liens dans la bio. Vous avez été plus de plusieurs centaines de milliers à écouter la première saison du podcast du luxe. C'est un grand merci. On a vécu des moments uniques, rencontré des personnalités exceptionnelles. On a également redécouvert des maisons emblématiques. On a décrypté les stratégies et compris toutes les clés de leur réussite. Pour cette nouvelle saison, nous partons encore une fois à la rencontre d'invités de marques que j'ai eu la chance de rencontrer à travers Grace. Patrons, grands noms, journalistes, designers, leaders, j'ai le plaisir de vous partager en exclusivité mes conversations inédites et sans filtre avec ceux qui, à travers leur histoire, ont façonné celle de l'une des industries les plus puissantes et énigmatiques au monde, le luxe. Bonjour Daphné. Bonjour Lou. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui dans ces très beaux bureaux. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez un peu vous présenter et nous dire un peu d'où vous venez, dans quelle famille vous avez grandi, etc. Je suis originaire de Montréal et je suis partie en fait assez tôt du Canada pour étudier en France. J'ai fait des études littéraires en philosophie. Et ensuite, des études de droit à Montréal et j'ai été avocat brièvement. J'ai travaillé ensuite chez McKinsey pendant 7 ans et ensuite dans la mode depuis 20 ans. Et pourquoi vous avez commencé, déjà pourquoi vous êtes parti du Canada et pourquoi vous avez fait du droit alors que je dis vous êtes totalement dans la mode? J'ai une succession d'ambitions. donc je savais pas vraiment ce que je voulais faire au départ. En fait, non, à chaque fois j'avais des idées très précises de ce que je voulais faire, mais ça évoluait. Et quand je suis partie en France, c'était pour être ingénieure aéronautique. Donc, Effectivement. et j'ai fait de la philosophie. Ensuite, c'était plutôt, je me projetais pas philosophe, mais j'ai fait comme un undergrad, en fait, comme pour ma culture générale. Je pense aujourd'hui, d'ailleurs, que c'est les études qui m'ont le plus servi dans ma vie. C'est vrai? Oui, je pense vraiment à ça. Et, sur quoi? Sur l'ouverture d'esprit, sur la façon de penser, d'avoir des réflexions? Parce que je pense que sur tous les apprentissages techniques, y compris le droit d'ailleurs, les choses évoluent et ensuite ça devient vite périmé si on ne met pas à jour ses connaissances comme en médecine. Mais la philosophie, on apprend à comprendre, à exprimer une pensée complexe et ça c'est utile même avec le big data ou à l'époque de l'AI. Donc je crois que c'était probablement les études les plus utiles. Ouais. Donc en fait, là, en France, en plus, on a la philosophie qu'à la fin de l'année en terminale d'ailleurs. Donc c'est peut-être une réflexion pour laquelle il faudrait qu'on l'ait un peu plus tôt. Donc si on reprend, vous avez grandi au Québec. Vous dites, bon, pourquoi pas être ingénieur? Voilà. Finalement, je fais des études de philosophie. J'aime le droit, donc je deviens avocat. Non, ça aussi, c'est un peu un accident. Mais, parce qu'au Québec, on dit le droit mène à tout. Et donc, j'ai fait aussi le droit dans cette optique-là de me dire, bon, ça mène à tout, donc on verra bien. Je verrai bien ensuite. Donc des études dans ce sens-là. Quelques années avocat, mais vraiment, enfin, pas du tout finalement ce qui vous intéresse. Et après, vous arrivez en France, c'est ça? Oui, mais j'ai été avocat en France et en fait, la pratique du droit m'a intéressée et j'aimais particulièrement conseiller des hommes d'affaires en fait, parce que je faisais du droit des affaires. Et donc après, j'aurais volontiers fait comme un MBA pour aller plutôt dans ce secteur-là. Et je suis allée chez McKinsey, qui était la façon de faire un MBA sur le tas, en fait. C'est vrai. Il paraît que ce sont des vraies méthodes. Ouais. Puis il faut y rentrer. Hein. Aujourd'hui, ça fait partie l'un des Big Four les plus sélectifs, les plus durs aussi, etc. Et en plus, 7 ans là-bas, donc c'est énorme. La plupart des gens tiennent 2 ans et c'est déjà assez. Ouais. C'était mon programme aussi de rester 2-3 ans, mais finalement, c'est... pour moi qui m'ennuie assez facilement, c'est
en fait, c'est un job où on change de client d'industrie, de pays tous les 3 à 6 mois, donc ça me convenait très bien. J'ai l'impression d'apprendre à chaque fois et que c'était intéressant aussi, les rencontres étaient intéressantes. Et est-ce qu'il y a quelque chose ou justement un projet qui vous avez marqué chez McKinsey? Alors, je suis arrivée chez McKinsey à une époque de consolidation dans la banque assurance. Alors, j'ai fait beaucoup de banques et d'assurance, qui n'était pas non plus ma passion. Mais en revanche, je me suis impliquée dans des groupes de pratiques, donc de spécialistes, et dans les médias et dans l'industrie du luxe. Et en fait, là, j'ai compris en fait ce qui m'intéressait. C'était un peu le début de mon illumination de mon choix vers la mode. C'était d'être le business mind comme dans une industrie créative. Donc soit je me voyais travailler soit dans un studio de cinéma, faire de la production de films ou dans la mode par exemple. Est-ce que, Daphné, on pourrait y revenir un peu, parce que après on est parti dans d'autres questions, mais il y a beaucoup de moments dans ta carrière qui je pense sont assez intéressants de discuter. Est-ce que tu pourrais nous raconter qu'est-ce qui s'est passé à la suite de Valentino? Donc tu passes plusieurs années là-bas, tu apprends ce que c'est de diriger des équipes, des marchés, etc. Comment c'est vraiment tout le côté de la mode. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Pourquoi tu as changé? Et qu'est-ce que tu as appris de nouveau dans les autres Après Valentino, c'était Lanvin et la différence, c'était un rôle global. Donc, j'avais aussi l'Asie, les États-Unis. Donc, ça m'intéressait beaucoup aussi d'avoir une expérience globale dans la mode. Et aussi, à l'époque, c'était Albert Elbaz, qui était directeur de la création, qui m'a interviewé aussi au moment d'entrée. Et il a conclu en disant « Will you marry me ?» Et il est homosexuel, donc il n'y avait aucun danger. Mais l'expérience que j'ai eue chez Lanvin, en fait, qui était différente, c'est que c'était une marque de taille presque familiale. Et en étant au siège aussi, c'était un grand changement par rapport à Valentino, j'étais en filiale. Et donc, on était beaucoup plus près du studio, en fait, des autres départements. Et après, comme c'était une marque qui était, enfin, privée, qui n'était pas détenue par un grand groupe, et donc assez peu structurée. Et donc, il y a une chose qui était très intéressante, c'est qu'il n'y avait aucun département merchandising. Il y avait une personne qui avait le titre de merchandiser, qui était Alex Koo, qui était le partenaire d'Albert. Mais donc, ce que vous décriviez plus tôt, qui était de vraiment comprendre les réactions du marché et les besoins du marché, d'influencer le développement des collections en fonction de ce qu'on apprenait sur le développement du business, c'était un rôle qui était plutôt dévolu au commercial, donc à mon équipe. Et donc on faisait des rapports très détaillés après les showrooms des réactions à la collection et des demandes qui étaient exprimées, des potentialités qui probablement n'avaient pas été trouvées dans la collection et donc on devrait développer pour les prochaines. Et donc de manière quasiment indirecte, plus ou moins directe, on influençait le plan de co suivant. Et j'étais aussi dans les comités produits, ce qui est assez inhabituel en fait que des personnes dans un rôle commercial se retrouvent dans les comités produits. Et donc pourquoi? Parce que généralement, plus la boîte est structurée, plus elle est importante, plus les gens sont spécialisés dans leur rôle. En fait, c'est comme dans tous les métiers, dans toutes les industries, je pense, plus on est dans des petites boîtes, plus on a de multiples casquettes. Mais là, il y avait cette ouverture-là, et le fait qu'il n'y avait pas d'équipe merchandising aussi faisait en sorte qu'on était finalement les plus proches du produit et du marché en même temps. Donc voilà. Et ensuite, malheureusement, Albert a quitté la marque de façon assez abrupte. Et après, il y a eu des transitions de stylistes. Et donc, c'est Chimène Kamali, qui est maintenant chez Chloé, qui avait été embauchée 2 semaines plus tôt par Albert pour être à la tête du prêt-à-porter et qui s'est retrouvée responsable de développer les 2 collections suivantes. Et donc, on s'est rencontrés à ce moment-là, on s'est liés d'amitié, mais aussi,
on a continué à développer quelque chose qui avait commencé avec Albert aussi. C'était qu'en cours d'évolution de la collection, elle m'appelait au studio et elle me disait, bon, t'en penses quoi entre telle et telle direction? Est-ce que tu le vois aller plutôt dans ce sens-là? En fait, qu'est-ce que tu ressens pour ton marché et tout? Et donc ça, c'était une expérience vraiment extraordinaire. Et après, il s'est passé un truc fou, c'est que quand Chemena est parti et qu'il y a eu une nouvelle directrice artistique qui est entrée pour les collections, la CEO m'a demandé de développer le plan de co, de proposer un plan de co, ce qui ne devrait pas du tout être fait par... franchement, c'est don't try this at home. Mais bon, mais c'était... Parce que c'était des situations exceptionnelles. Mais bon, moi, ça m'a intéressé de faire. Et faire. vous avez un sens créatif qui parle en même temps que celui du business? Non, là, c'était pas sur l'aspect créatif, c'était plutôt sur la structure. En fait, partant de l'existant, dire, moi, selon ce que je ressens dans le marché, voilà les parties que je développerais davantage. C'était pas en donnant des intentions créatives. Par exemple, cette robe-là, la coupe est super, ça va parler. On peut le faire en plusieurs donc, par exemple, plusieurs longueurs, plusieurs imprimés, etc. Oui, un plan de co, c'est plutôt de dire quelle partie va être dévolue au prêt-à-porter, à l'accessoire. Enfin, c'est plutôt en termes de structure de collection. Donc voilà, c'était plutôt à ce niveau-là. C'est pas... c'est par exemple de dire il nous faudrait plus de modèles de robes longues ou plus de modèles de pantalons. Voilà. C'est là où l'offre était sous-développée ou là où on pouvait resserrer. Ouais, où il y a des leviers intéressants et d'autres peut-être moins. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, je suis partie chez Balenciaga, donc j'avais rencontré Cédric Charby dans une autre vie, quand lui était au printemps encore et moi chez Valentino. Et il venait d'être nommé CEO de Balenciaga et il était en train de constituer sa nouvelle équipe. Et donc j'ai fait partie de cette aventure-là avec Demna, et ça c'était assez fabuleux parce que on avait tous l'impression de vivre un moment exceptionnel dans la mode. Et en 2 ans, j'ai multiplié par 2,5 ma région. J'avais le même poste qu'aujourd'hui, donc président IMIA. Et j'ai dû doubler le nombre de collaborateurs alors que je n'avais pas encore de département RH dédié à l'Europe. Non, c'était vraiment une période exceptionnelle. Puis on était tous totalement investi dans le projet créatif de Demna. C'était très excitant. C'était au moment où lui venait d'arriver à peu près? Moi, je suis arrivée au moment de cette deuxième collection. Parce que la première collection, c'est une collection été. Là, c'était la collection automne 2016. 17. Ouais. Tout à l'heure en off, vous m'avez dit un truc qui est hyper intéressant et je pense que ça vaudrait peut-être le coup d'en parler parce qu'on se rend des fois pas compte de l'impact donc, de directeur artistique que peut avoir sur la mode et donc sur les générations. Et notamment donc, l'impact où vous me disiez que une marque de mode finalement fonctionne quand elle résonne. Et notamment avec cet exemple de Demna sur l'oversize. Est-ce que peut-être ça, on pourrait en reparler parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Alors, je pense que oui, Demna, c'est très intéressant parce qu'à la fois, il était... je crois que son approche était disruptive, hein, mais en étant telle, elle était très proche du projet initial de la marque, qui était une marque qui a 100 ans, qui fêtait ses 100 ans à l'époque où j'y étais. Mais Cristóbal Balenciaga était considéré comme quelqu'un d'extrêmement assez subversif finalement et assez avant-gardiste à son époque par ses volumes, les volumes qu'il proposait, même la réaction de la presse à ses défilés. Il y avait certains journalistes qui disaient que ces mannequins étaient des monstres. Parce qu'il n'était pas du tout dans les canons esthétiques de l'époque. Et donc, il proposait quelque chose vraiment qui faisait un peu saigner les yeux au départ. Mais après, les gens, et évidemment, c'est devenu, ça fait avancer et évoluer les goûts aussi. Et Demna aussi, je crois qu'il a appliqué ça au vestiaire moderne.
Et c'est quelqu'un qui est très ancré dans la réalité, en fait, et qui s'inspire aussi de la rue, de la vraie vie. Et donc, il n'était pas question pour lui de faire, je sais pas, un vêtement que personne n'aurait porté. Donc, il appliquait les codes de la couture, les volumes basculés, les lavalières, tout ça, à des vêtements totalement contemporains, comme le hoodie, comme le overcoat, enfin la doudoune, et même les jeans. En fait, moi, j'ai gardé des jeans qui sont vraiment avec des constructions qui sont vraiment assez incroyables, en fait. Donc pour ça, je trouve que le projet était totalement légitime. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui sont reconnus, qui ont eu envie d'en faire partie, en fait, de faire partie de cette communauté-là. Et peut-être pour le vulgariser, on pourrait dire, pour avoir l'air cool. Hein. Je veux dire, personne n'a envie de se vieillir, ou tout le monde a envie d'avoir l'air jeune, et souvent les gens ont envie d'avoir l'air cool aussi. Donc, et là, on se sentait vraiment comme, oui, on a compris, en fait. Nous, on comprend. Des choses qui surprenaient par ailleurs. Oui, puis bon, c'est pas un secret, même tous ces défilés, c'était une sorte de critique sociale aussi, très ancrée dans même l'actualité. Et la dernière personne, c'était Mathieu Blazy. Et donc Mathieu revenait de Calvin Klein, où il avait été avec Peter Mullier et Raf Simons. Et Peter Mullier, il est chez Alaya maintenant. Oui, ouais, c'était un peu le couple star, je veux dire, le power couple de la mode. Et donc le travail qu'il a fait chez Bottega était incroyable. Maintenant, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire chez Chanel. Je suis un peu triste parce que je ne suis pas sûre de pouvoir me permettre d'acheter ces pièces chez Chanel. Ouais, voilà. Et ouais, je pense que tout le monde a hâte parce que c'est quelque chose de tellement différent, fort. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans présenter un directeur artistique dans cette stratégie, pour le choisir? C'est quoi les critères par rapport à... Ce qui est plus difficile pour le choisir pour une marque? Ouais. Je pense qu'en fait, il faut au départ... Enfin, ça dépend dans quel sens on prend, parce que souvent c'est un directeur artistique qui est à l'origine d'une marque, mais quand on doit choisir un directeur artistique pour une marque, je pense que c'est essentiel tous ceux qu'on a cités là, la plupart n'ont pas de marque à leur... Non, bien sûr. Mais je pense que c'est important d'abord de comprendre les fondamentaux, les valeurs, la personnalité de la marque. Et ensuite, quand on rencontre un potentiel DA, pas seulement sur la base de ce qu'il a fait, mais sur la base de ce qu'il exprime, si on sent qu'il peut apporter quelque chose qui résonne à la fois de façon authentique avec la marque et qui l'amène aussi, qui puisse l'amener, la faire évoluer, l'amener ailleurs. Oui, c'est un peu aussi un coup de dé, hein, mais en ce moment, par exemple, il y a un tas d'annonces il y a beaucoup de maisons qui sont en transition stylistique, il y a beaucoup d'annonces, et donc c'est un sport national dans la mode de se dire qu'est-ce que tu penses d'un tel chez telle marque, etc. Et oui, on peut avoir des convictions sur... moi, je sens vraiment, je suis assez excitée par ce qu'on va apercevoir au mois de septembre. Donc, c'est un peu... je crois que dans la mode, malgré tout, dans une industrie créative, il y a quand même une grande part de notre métier ou du succès qui tient à des choses beaucoup plus intuitives. Hein. C'est une épaisseur culturelle, c'est une sorte d'empathie voilà, de compréhension aussi du processus créatif et
Et il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément Tangible. oui, totalement objectives. En fait, c'est des choses qui relèvent plus de l'intuition. Oui, parce qu'on ne demande pas forcément présenter, sur les 3 candidats, présenter un peu votre stratégie ou quel serait vos mood boards. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on peut demander ou pas forcément? C'est plutôt on parle avec les personnes, etc. Comment ça se... Ah non, bien sûr. C'est-à-dire qu'une interview avec un diagramme, ils présentent, ils ont un portfolio et ils ont aussi, donc on voit ce qu'ils ont fait et souvent ils font des ébauches, en fait, des croquis ou des propositions de ce que pourrait être leur vision de la marque. Donc ça renseigne pas mal et aussi, pour moi, c'est surtout la façon dont ils en parlent, en fait, le projet ou la façon dont ils se projettent, en fait, dans la marque. Et Mathieu, par exemple, moi, j'avais trouvé ça extraordinaire parce que plutôt que de présenter, il était arrivé avec deux books. Il n'avait pas fait de projet pour Carven ou de croquis, soi-disant pour Carven. Il y avait une partie plutôt portfolio de ce qu'il avait fait, mais il y avait une chose aussi épaisse et encore plus passionnante qui était ses sources d'inspiration. Et la plupart, c'était des sculptures, des artistes. Et d'ailleurs, après l'expérience à Calvin Klein, il était travaillé avec un artiste, collaboré avec un artiste à LA qui s'appelle Sterling Ruby. Et donc voilà. Et une des connexions qu'on a eues, c'est que bon, il tourne la page et j'ai reconnu une sculpture et l'auteur de la sculpture et il était presque interloqué parce que voilà, donc c'est que je connaisse et en fait qu'on ait un peu voilà des affinités artistiques similaires. Et mais une des questions que j'aime poser aussi au DA et que j'avais posé à Demna quand il m'avait interviewé au moment d'entrer chez Balenciaga, c'est quelle est leur mesure de succès, en fait, en tant que directeur artistique. Et Demna, il m'avait répondu très simplement, il m'a dit « Moi, c'est le jour où je vais voir les gens porter mes pièces dans la rue ». Et il a réussi. Donc, il y a cette complexité supplémentaire-là qu'il y a à la chaussure. Après, là aussi, une catégorie formidable, je trouve, c'est que même quand on est dans le luxe, c'est la catégorie la plus accessible d'une certaine manière. Parce que le prix d'entrée d'une chaussure est plus, enfin, c'est plus bas qu'un sac ou un tailleur ou une robe. Donc ça veut dire qu'on peut... enfin, on est accessible aussi à un éventail plus large de personnes. Et je dirais que c'est aussi plus accessible parce que ça ne dépend pas de la taille, enfin si de pied, mais de la silhouette. Ou, voilà, donc c'est aussi plus démocratique dans ce sens-là. C'est-à-dire que quel que soit son âge ou son poids ou ses mensurations, on peut avoir, voilà, aspirer à la plus belle paire de chaussures du monde. Et oui, il y a quelque chose qui peut être assez émotif, en fait, un peu presque comme un bijou, en fait. C'est un objet qu'on chérit, où on peut s'autoriser plus de fantaisie et tout. Donc ça, c'est assez sympa, je trouve. Daphné, j'ai quelques questions signature pour vous. Elles sont excellentes. Quel est le premier achat de luxe que tu as acheté ou reçu dans ta vie, le dernier ? Alors le premier, c'est quelque chose qui sera inconnu pour vous, mais qui pour moi était mon premier achat de luxe. C'était une marque de Montréal, de créateurs de Montréal, qui s'appelait Parachute. Ils étaient très inspirés par les New Romantics, Steve Strange, toute cette culture de clubbing anglais. Et donc je m'étais acheté le total look, la veste et les pantalons. Et je l'ai vraiment beaucoup porté, plus que... Donc celle-là, elle a été patinée, cette tenue. Vous l'avez encore ? Non, parce que franchement, je l'ai trop portée. Il y a un moment, mais j'aurais dû probablement l'encadrer à un certain moment. Ouais. Mais j'en ai d'excellents souvenirs. En fait, j'ai vécu des moments importants avec ça. Et les derniers, alors une tenue
de la dernière collection Saint-Laurent, un pantalon à pince masculin avec la campagne de Michelle Pfeiffer, celle-là. Et aussi une paire de drop heel Jimmy Choo pour ma meilleure amie à Montréal qui est artiste. Et voilà. C'est des beaux cadeaux. Oui. Une maison de luxe que, que vous admirez particulièrement et pourquoi? Ben, je pense que je vais dire Balenciaga parce que c'est une maison qui a plus de 100 ans et qui a toujours étonné en fait au cours de... Bon, elle a eu aussi des périodes de Belle au bois dormant où je pense que pendant presque 40 ans, il n'y a pas eu d'activité, ouais, en fait, je pense que parce qu'au moment où j'y étais, c'était vraiment une expérience formidable. Et Valentino aussi, parce que je suis arrivée au moment de Monsieur Valentino et Giametti, et on sentait quand même que c'est la fin d'une ère. Et c'était vraiment l'ère du grand couturier. Ouais, c'était vraiment une époque assez folle. Et c'est vrai, bon, ça c'est un autre truc, mais moi j'ai des souvenirs comme ça de Valentino, c'était les robes. Et j'ai trouvé ça dingue. Et je connais quelqu'un qui a aidé pour le rachat, notamment quand il y a eu les derniers rachats, et qui m'a dit un truc intéressant. Il m'a dit on a eu beaucoup de mal à faire rentrer les gens chez Valentino. Il y avait une barrière énorme à l'entrée où les clientes pensaient que c'était tellement inaccessible qu'on avait du mal au contraire, le rêve est vous pouvez venir, tu peux venir. Et ça, tu l'avais vécu quand vous y étiez ou pas? C'est-à-dire que ce que j'ai vécu chez Valentino, d'abord à l'époque de Monsieur Valentino, c'était quasiment de la couture en fait. Il avait des clientes très fidèles et tout. La marque a beaucoup évolué pendant le moment où j'y étais. Et avec Pier Paolo et Maria Grazia, je crois qu'une des personnes clés, c'était Jacopo Venturini, qui est le CEO maintenant, et qui était GMM de la boîte en fait, qui développait les collections, qui était responsable de l'image et tout. Et là où il y avait un grand talent dans la marque à ce moment-là, c'était leur façon de développer les collections et même ce qu'on appelle les pré-collections, c'est-à-dire les collections commerciales, qui partaient de l'uranium pur qui est le défilé, où les robes étaient plus dispendieuses parce que vraiment très, très sophistiquées. Mais ils arrivaient à en faire des versions totalement portable et beaucoup plus accessible, qui était aussi, mais pas dumbed down, qui était aussi très désirable. Et, sans être cheap ou quoi que ce soit. Non, pas du tout, mais juste plus légère, un peu plus simplifiée, plus facile à porter, des matières plus confortables, moins de broderie, enfin voilà. Donc ils arrivaient à en faire une version qui était beaucoup plus réaliste d'une certaine manière, mais tout aussi désirable. Et ça a été, je crois, un des grands succès de la marque à ce moment-là. Qu'est-ce que vous aimez le plus et le moins dans le luxe, la mode? Ce que j'aime le moins, c'est aussi ce que j'aime le moins dans beaucoup de domaines, c'est l'inauthenticité, en fait. Peut-être des marques qui sont moins appliquées à avoir leur propre projet. Et à l'inverse, ce qui m'intéresse le plus, c'est la créativité, la recherche et ouais, c'est des rêves fous en fait, devenus réalité en fait. C'est un peu comme en architecture, on peut avoir une vision qui est créative, qui est un peu folle et qui devient réalité. Ça, je trouve ça assez formidable. Quelle est votre définition du luxe? Moi, je partirais de l'étymologie qui est liée à la lumière. Donc, je pense que le luxe, ça se doit d'être éblouissant. Donc, pour moi, c'est ça, c'est l'éblouissement. Et dernière question, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre dans le podcast du luxe, par exemple? Ce ne sera pas possible parce qu'il n'est plus là. Mais non, Alexander McQueen. Mais parce que pour moi, c'est ces défilés. D'ailleurs, c'est un de ces défilés qui m'a dévoyée vers la mode. Et c'était des spectacles complètement complets, totaux. Et il était au moins aussi artiste que couturier.
Mais je pense que le souci, c'est que des gens comme ça, ils parlent très peu, en fait. Tout comme Demna. Et Demna, c'est quelqu'un qui s'exprime très peu sur ce qu'il fait, en fait. C'est regarder ce que je fais, voilà. Mais oui, d'entrer dans sa tête, ça m'intéresserait. Et alors là, c'est mon côté curieux. C'était quel défilé et pourquoi ça vous a marqué, celui d'Alexander McQueen? C'était le Bluebird Garage. Donc c'est un défilé qui est clos avec Shalom Marlowe qui est sur une plaque tournante et en robe blanche qui est aspergée par des robots. Enfin qui est moi j'ai la référence de c'était quoi, c'est Copernic, je crois qu'il avait fait ça avec Bella Hadid, donc ça c'est 10 ans ou 20 ans plus tard. Non mais il faut regarder sur YouTube. J'ai regardé. Et le début du défilé était également complètement fou. Donc c'était Aimee Mullins qui était une amie de McQueen et qui était une parathlète. En fait elle était amputée des 2 jambes. Sous les cuisses et donc il lui avait fait, ou à mi-cuisse, il lui avait fait des cuissardes en ébène sculptées avec des guirlandes de fleurs et donc mais elle les portait comme des cuissardes en fait. Vraiment c'était comme une sorte d'illusion. Si on ne savait pas, on ne pouvait pas savoir en fait ce qui se passait. Mais elle avait quand même une démarche un peu particulière, un peu comme une biche, vous savez, qui avance plus comme ça. Et donc, il avait fait à tous les mannequins derrière elle des plateformes en bois aussi, qui leur donnaient une démarche similaire. Et c'était une vision extraordinaire. C'était comme on avait l'impression de voir des biches s'avancer dans une forêt comme ça. Donc ça, c'était une grande émotion. Le côté empowered d'une femme qui a un handicap et qui en fait... qui avance. Simplement, c'était pas tellement... et puis on parlait pas beaucoup d'empowerment et d'inclusivity d'ailleurs à ce moment-là. Mais en revanche, oui, c'est une créature en fait. C'était formidable. Et donc ça, c'est ce qui m'a... J'étais chez McKinsey à l'époque et je me suis dit non mais un jour il faut absolument que je travaille dans ce milieu parce qu'à avoir le pied se mettre. Incroyable. Eh ben, merci beaucoup Daphné. Mais je vous en prie. J'espère du fond du cœur que vous avez apprécié cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, commenter, nous faire vos retours, évidemment vous abonner sur toutes les plateformes et sur les réseaux sociaux. Merci infiniment pour votre soutien depuis le début avec la première saison. Vous êtes de plus en plus à nous suivre et évidemment c'est extrêmement important, donc je suis hyper reconnaissante, ainsi que tous les invités avec nous. Je vous dis à la semaine prochaine et vous dis à très vite.